Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir chez Euronext, donc au cœur de la bourse. Mais il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver. Effectivement, l'horaire n'était pas évident. À l'occasion de cette 7e édition du Forum des relations investisseurs de la communication financière, à laquelle nous nous associons, vous le savez, chaque année, aux côtés d'autres acteurs qui sont assez nombreux cette année. Et grâce à l'action de Nicolas Régnier, que nous saluons et que nous remercions à nouveau chaleureusement. Alors nous sommes ravis car c'est une nouvelle occasion de se retrouver, tout d'abord, de se réunir autour d'un quiz qui, au fil des ans, s'est inscrit dans la pérennité, devient un incontournable annuel, et qui pose les bonnes questions que doivent se poser effectivement tout au long de l'année les responsables des relations investisseurs grâce au vote des investisseurs. Autour d'un débat également, cette année, qui traitera du rôle des relations investisseurs dans un nouveau contexte de convergence des communications de l'entreprise avec de nouveaux vecteurs et de nouveaux acteurs. Le contexte dans lequel s'opère cette convergence est bien celui du développement de la RSE, que nous considérons comme, d'une part, une véritable opportunité d'engager les entreprises, l'ensemble des entreprises dans la performance durable, mais également une nouvelle dynamique essentielle qui va conduire à enrichir d'année en année le rapport d'activité et le document de référence d'informations plus qualitatives, immatérielles et en complémentarité intelligente avec la stratégie économique ou les résultats financiers dans l'évaluation d'une entreprise et de son avenir. Enfin, c'est un acte évidemment de transparence financière au service de la performance de l'entreprise. Nous sommes particulièrement investis dans ces sujets, vous le savez, car nous pensons réellement que l'interconnexion globale et permanente de tous les publics doit être le contexte dans lequel doit se développer ce rapport intégré. L'illustration organisationnelle de la convergence entre la communication corporate d'une part et la communication financière de l'autre sera ainsi l'un des sujets abordés aujourd'hui par nos panélistes. Ce sujet est très important, il a toute sa place au sein d'un forum des relations investisseurs, tant les gestions industrielles sont désormais attachées à leur politique d'investissement ISR, on ne rappellera pas ici les chiffres, mais qui sont en forte croissance, 13 000 milliards de dollars, et tant la communication sur ces sujets est importante, notamment sur le développement de bons indicateurs de performance intégrant les facteurs ESG pertinents à leur analyse. L'ISR est donc un enjeu majeur pour Euronext, qui, comme vous le savez, opère des marchés réglementés et régulés également, qui rassemblent 1300 émetteurs dans nos quatre pays. Nous avons ainsi, pour aller plus loin dans ce domaine, à titre illustratif, nous un partenariat avec Vigeo, qui a permis le lancement d'une nouvelle gamme d'indices qui concerne un certain nombre d'entre vous, qui soutient l'orientation globale de nos marchés dans leur dimension ISR. Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement d'un centre majeur de levée de fonds sur laquelle nous travaillons quotidiennement depuis notre cotation sur nos propres marchés en juin 2013. Sujet donc, car ces développements se doivent d'être une source d'opportunités pour l'entreprise en termes d'investisseurs et de développement d'activités. Je sais que nous sommes éminemment sensibles aux efforts fournis par vous tous, les sociétés cotées, car nous sommes en interne et nous savons en interne ce que représente en tant qu'entreprise de marché et entreprise cotée la formalisation d'une véritable approche de responsabilité sociétale et environnementale. Nous travaillons aussi à formaliser notre propre approche RSE dans ce que l'on appelle les Sustainable Stock Exchange au sein de notre secteur d'activité depuis notre introduction en bourse en juin dernier. Je suis convaincu que ce soir, le forum nourrira une fois de plus la réflexion de chacun, mais c'est le forum qui, à un moment important de l'année, vise également à célébrer et récompenser les meilleures pratiques. Nous aurons donc le plaisir de partager avec vous la remise de ces trophées de cette nouvelle édition, moment très sympathique et convivial qui permet de valoriser les meilleures pratiques mises en œuvre par les entreprises. Très bonne conférence. Nicolas, c'est à vous. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer notre grand débat, nous allons procéder maintenant comme à l'habitude. Nous avons donc organisé un sondage cette année auprès de 50 tourons sociétés cotées sur l'évolution de leurs pratiques en leur posant un certain nombre de questions. Ces questions ont été évidemment définies en fonction de la thématique du débat, de manière à lancer le débat qu'Adrian va animer par la suite avec ses invités qu'il nous présentera dans un moment. Alors, le quiz cette année, donc une étude auprès de 50 sociétés cotées. La composition de notre bassin de votants cette année est représentative et équilibrée. Nos répondants ont confirmé que la rubrique finance du site internet reste largement la responsabilité de la communication financière.
que la communication financière continue de jouer un rôle prépondérant dans la production du document de référence. Que ce rôle, en ce qui concerne l'AG, est plus équilibré entre communication financière, communication corporate et direction juridique. Concernant les prises de contact et notamment les réponses aux questions des analystes et des agences de notation extra-financière, on constate que cette interface est évidemment assurée par les spécialistes RSE des sociétés cotées, accompagnés des professionnels de la communication financière de la société, bien avant les autres services de l'entreprise. Que les rencontres en one-to-one avec les investisseurs institutionnels restent, elles, le domaine classique des IRO, CFO et CEO. Et ce qui est intéressant, puisqu'on a évidemment posé la question aux votants, les administrateurs référents qui semblent commencer à jouer un rôle au Royaume-Uni, notamment en termes de relations investisseurs, en France, en tout cas, ne jouent aucun rôle dans ce domaine. On a aussi posé la question aux sociétés participant à ce sondage du rôle, en tout cas du rôle que jouent les médias et les analystes financiers dans la construction de l'opinion que peuvent se faire les investisseurs de leur société. Les médias ne jouent qu'un rôle secondaire, c'est une confirmation par rapport aux analystes. C'est vraiment les analystes qu'on écoute aujourd'hui quand il s'agit de se faire une opinion. Alors, dans leur grande majorité, ces mêmes sociétés ne croient pas à la fusion des communications dans l'organisation des entreprises, évidemment. Cette dimension transversale de la communication au sein des entreprises est une dimension qui nous intéressait particulièrement dans ce sondage, étant donné le sujet qu'on vous propose dans le cadre du grand débat ce soir. Et là, la réponse est quand même très très nette. Le rapport intégré, évidemment. On parle beaucoup du rapport intégré aujourd'hui. Même chose, une question sur le rapport intégré. Où là, on voit que le regard qui est porté est assez équilibré entre une contrainte supplémentaire, encore une opportunité de valorisation pour ceux qui voient le rapport intégré sous un œil plutôt positif, et puis, pour un certain nombre d'entre eux, une énigme totale. Donc j'imagine que les choses vont se clarifier au fur et à mesure. Voilà, seul un gros quart d'entre elles perçoivent le développement des réseaux sociaux comme une opportunité. Ça nous a semblé aussi intéressant. Vous voyez les réponses qui s'affichent. Les réseaux sociaux et la publicité, la communication sur Internet sera un des sujets qui seront abordés ce soir lors du débat. Alors que près de la moitié d'entre elles n'intègrent toujours pas cette dimension des réseaux sociaux dans leur périmètre de communication financière. Là aussi, un élément qui nous semble intéressant sur les dernières évolutions. Et enfin, pour finir, près des 2/3 d'entre elles jugent que le CEO ne devrait pas intervenir personnellement pour porter le message de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Voilà donc les quelques enseignements que nous proposons à nos invités à partir du quiz AIA et de ce sondage auprès de 50 sociétés cotées. Je suis sûr que vous ne manquerez pas de les commenter ce soir et je passe donc la parole à Adrian pour notre grand débat. Adrian, c'est à toi. Merci. Merci Nicolas. Bienvenue à tous donc pour cette première partie de la soirée qui est, comme chaque année, le débat thématique sur un enjeu de notre secteur. Ce soir, il va s'agir de décloisonnement. En gros, pour résumer le débat qui va suivre, je dirais que dans le mot communication financière, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si la communication financière, c'est d'abord de la finance ou d'abord de la communication, ou dans quelle mesure c'est un mélange savant des deux. Mais si c'est un mélange des deux, est-ce que certains réflexes qui sont plus issus du monde de la communication, par exemple comment on gère les réseaux sociaux en communication financière, ne vont pas commencer à influencer le métier de la communication financière? Donc, pour participer à ce débat, en commençant à ma gauche, Dimitri Granger, qui est responsable du digital chez Publicis Consultant, donc très expert sur le sujet de la communication digitale. Sophie Palliez-Capian, donc du groupe BIC,
et qui a la particularité d'être responsable des deux activités au sein de BIC, la direction de la communication et la direction des relations investisseurs, ce qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de groupes. Et donc là, on a vraiment une communication intégrée puisque ça reporte à une seule et même personne, Sophie. Donc là, c'est intéressant comme perspective, alors que dans la majorité des cas, on voit qu'il y a un responsable relations investisseurs d'un côté, un responsable communication de l'autre. Emmanuel Touzeau, directeur de la communication du groupe AXA, et donc là, grande société financière, donc pour laquelle la communication en tant que fonction est toujours finalement teintée d'aspects financiers, lui-même ayant un parcours plus communication financière avant de s'extraire de ce monde-là et d'être purement com, ça veut dire pub, ça veut dire communication corporate, tout, mais donc là aussi une coloration particulière par rapport au débat de ce soir. Et enfin, Philippe Zawati, qui est plutôt le regard externe. Il est président directeur général de Mirova. Donc je rappelle que Mirova, c'est la filiale d'investissement socialement responsable de Natixis Asset Management, qui a été donc lancé maintenant sous sa propre marque Mirova, puisque cette expertise poursuit sa vie sous sa propre marque dirigée par Philippe. Et donc il a ce regard extérieur, celui de vos investisseurs, mais dans une certaine couleur là aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vos chiffres, il y a aussi le comportement de l'entreprise sur un faisceau de critères dont les chiffres et la performance financière ne sont qu'un élément. Donc peut-être que je vais commencer avec le regard extérieur de Philippe par rapport à ce tiers des répondants, donc, qui sont les gens dans la salle. Et je rappelle que vous aurez tous l'opportunité de poser des questions. Hein. On va faire un petit tour en débat à la table et puis ensuite échanger avec vous. Donc ce tiers quand même des répondants qui disent que le rapport intégré pour eux représente une énigme, ça doit vous faire sourire. Oui, ça me fait sourire. Enfin, ça doit faire sourire. J'ai vu que ça faisait sourire beaucoup de participants, enfin de gens dans la salle. D'une certaine façon, je peux comprendre. Donc nous, on est un animal un peu particulier au niveau de l'investissement, puisque on intègre de façon vraiment forte et avec conviction les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos politiques d'investissement, dans nos processus d'investissement. Au sein de Mirova, en quelques mots, on a une équipe d'une douzaine de personnes qui ne font que ça, c'est-à-dire qui font que de l'analyse ESG et qui travaillent avec les équipes de gestion pour intégrer ces données-là. Et donc, intégrer, en quelque sorte, c'est ce qu'on fait, nous, en interne. C'est notre métier d'intégrer ces données financières, extra-financières. Alors, évidemment, si on avait on a deux types de problèmes, si vous voulez, concernant notamment les données extra-financières ESG. Deux types de problèmes. Le premier, et qui sont deux types de problèmes un petit peu, je dirais, assez différents, un peu à l'opposé. Le premier type de souci qu'on a, c'est au niveau de la data, des données en elles-mêmes, la disponibilité et la qualité des données. Aujourd'hui, l'ISR, vous savez, arrive dans une deuxième étape, on va dire. Vous avez vu les PRI, qui est l'association un peu mondiale de principes d'investissement responsable. Leur slogan, désormais, c'est From Awareness to Impact. Donc, on était uniquement dans un monde de l'ISR où on essayait de montrer qu'on s'intéressait aux critères ESG. Maintenant, les investisseurs eux-mêmes et ceux qui s'intéressent à l'ISR nous demandent de l'impact. Et de mesurer l'impact. Et donc, pour mesurer l'impact, on a besoin d'avoir des données qui sont des données régulières, stables, comparables et pertinentes, voire matérielles, pour l'ensemble des entreprises. Alors, on est aidé par la réglementation en partie, mais pas toujours et pas seulement. Et donc, on a besoin d'avoir cette comparabilité. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si on nous demande de mesurer l'impact d'un portefeuille, même sur des sujets, je dirais, assez basiques comme je sais pas moi, l'emploi en France ou l'impact carbone, on est souvent bien normal de le faire et il nous manque effectivement des données là-dessus. Donc premier élément, c'est ça, donc la donnée. Mais à l'opposé de ça, donc là on est dans la granularité fine de la donnée, mais à l'opposé, on a évidemment besoin, en tant qu'investisseurs et investisseurs qui intégrons l'ensemble des éléments, d'avoir une vision globale et une vision stratégique de l'entreprise. Et c'est là où on arrive à ce sujet du rapport intégré, qui est, de notre point de vue, simplement ça. C'est-à-dire remettre l'ensemble de ces sujets, non pas comme des
des éléments d'un reporting complémentaire, mais comme des éléments qui sont pris au niveau de la stratégie de l'entreprise. On voit typiquement avec ce qui s'est passé avec la loi Grenelle et l'article 225 de la loi Grenelle en France, donc, qui a donné 45 thèmes de reporting pour les entreprises sur les critères environnementaux, sur les critères ESG. Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises se sont livrées à cet exercice de façon tout à fait professionnelle et efficace, puisque quand toutes les analyses montrent que ça a été bien fait, pour autant, c'est vraiment fait comme un exercice de reporting réglementaire à côté du reste et relativement peu ou très peu intégré à la stratégie d'ensemble de l'entreprise. Donc le rapport intégré pour nous, c'est ça. Il y a quelques grandes entreprises françaises qui sont en train de se lancer dans cet exercice-là. Il y en a une d'ailleurs qui va travailler avec nous, puisque en fait, je pense qu'il y a un point qui a été sans doute mal fait pas suffisamment structuré dans l'initiative mondiale du reporting intégré de l'IIRC, qui est justement cette relation entre les émetteurs et les investisseurs. Parce que finalement, faire un reporting intégré, ça n'a d'intérêt que si les investisseurs le demandent et le regardent. Or, là où l'énigme, je la comprends d'une certaine façon, mais elle est due, à mon avis, surtout, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'IIRC dans la salle ce soir, mais surtout au fait que cette structuration de la démarche du reporting intégré est, à mon sens, et à mon goût, un peu trop technocratique et bureaucratique, un peu trop par silo, on travaille d'un côté avec les émetteurs, d'un côté avec les investisseurs, et gagnerait certainement à revenir à quelque chose de finalement relativement simple et relativement basique, qui est comment réintégrer l'ensemble de ces données au niveau de la stratégie de l'entreprise. Emmanuel, est-ce que pour vous, dans le fait de faire de la communication financière, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est à un tournant de ce que fait ce métier aujourd'hui et où la part de communication devient aussi importante ou plus prépondérante par le passé que le simple fait de communiquer réglementairement et financièrement? Oui, je pense que ça va de soi et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'autant plus simplement que nous, on n'y est pas encore au rapport intégré. Donc je dis vraiment très modestement, je pense qu'une grosse boîte française qui a ça comme objectif, mais qui n'y est pas encore. Je pense qu'une des raisons de cette situation-là du sondage, c'est qu'aussi, de façon très prosaïque, c'est beaucoup de boulot en plus pour les équipes. Et c'est vrai que les gens voient la charge et... Encore un autre truc, d'autant qu'effectivement, en termes de reporting sur beaucoup de sujets RSE, comme la réglementation fait des tours de vis régulièrement, ce sont des équipes qui se sont structurées, professionnalisées. Ce sont déjà des gros process pour avoir ces données. Donc, chaque nouvelle couche, on a besoin de prendre notre respiration avant d'y aller. Néanmoins, je pense que c'est complètement le sens de l'histoire. Donc, autant, par exemple, chez nous, sur le rapport intégré en soi, qu'on pourrait valider, tamponner rapport intégré, je pense qu'il nous faudra encore peut-être... On n'y sera pas en 2015, donc j'espère qu'on y sera en 2016. Mais la démarche sous-jacente, elle est là, puisque, comme dans beaucoup d'entreprises, la RSE m'était rattachée en tant que directeur de la communication, et on a pris la décision avec la direction générale de prendre la RSE et de l'associer à la stratégie. Donc, tristesse de la voir partir, mais je pense que sur le fond, moi, j'étais beaucoup poussé pour ce mouvement-là. Parce qu'au bout d'un moment, si on veut que la RSE, qu'on intègre la RSE, c'est-à-dire qu'elle change, qu'elle impacte la stratégie de la boîte, qu'on le veuille ou non, et encore une fois, je dis ça avec mon chapeau de DIRCOM, il faut qu'elle soit au cœur de la stratégie. Donc j'ai vraiment soutenu ce mouvement-là. Et ça va sans doute nous aider aussi, effectivement, à donner le sens dont vous parliez dans la simplicité des messages. Et pour, au-delà de ce sujet de RSE, oui, je suis évidemment convaincu qu'on peut plus se contenter de sortir juste des tableaux de chiffres, j'allais dire même pour les analystes sell-side, donc évidemment de la communication, évidemment des histoires, et puis dans le monde dans lequel nous vivons, les audiences, les publics ne sont pas en silo, donc les analystes raisonnent avec les journalistes qui raisonnent avec les collaborateurs, souvent derrière il y a les collaborateurs, on le voit beaucoup en communication, nous c'est un vrai enjeu de réussir à réconcilier tous ces publics. Et donc, évidemment, les sujets extra-financiers, la façon dont on les présente, ont un rôle, en tout cas chez nous, qu'on essaie de donner de manière croissante. Et la raison pour laquelle on collabore de plus en plus entre équipes communication et les équipes communication financière. Alors justement, bon, là, visiblement, ça travaille bien en collaboration, mais on avait l'impression, à un moment donné, pour vous, Sophie, cette question,
que ce qui se faisait en matière de développement durable, en tout cas communication développement durable, était finalement complètement envahi par des chiffres et peut-être que c'était au détriment du storytelling parce que ça devenait un exercice de reporting supplémentaire plutôt qu'un axe pour que la stratégie de la boîte puisse être exprimée et prendre son envol. Est-ce que vous l'avez parfois perçu sous cet angle ou pas? Nous, on l'a pas. Après, je pense que c'est différent pour nous. On ne l'a pas du tout perçu comme ça. Au contraire, il y a toujours une intégration complète en fait, des messages du travail, du développement durable, de la responsabilité sociale et environnementale avec la communication. Parce que, je pense, c'est pas l'un ne va pas sans l'autre, parce que l'un va sans l'autre, mais effectivement, on n'a pas. Et je reviens sur les 2 points. Il y a une nécessité de volonté stratégique vraiment du top management. C'est-à-dire que et le rapport intégré et l'intégration de la responsabilité sociale et environnementale dans la stratégie et après, à un moment donné, dans la communication, ça ne fonctionne que s'il y a au sommet une volonté stratégique et managériale de faire fonctionner les choses. C'est vraiment très très important qu'il y ait une impulsion qui soit donnée par la direction générale sur l'ensemble de ces travaux. Alors ça, c'est intéressant et ça me fait une transition pour vous, Dimitri. On voit que sur le développement durable, la responsabilité sociétale de l'entreprise, ça doit être porté par le top management. Et on a quand même, dans ce sondage qu'on a vu tout à l'heure, une réticence de faire porter cette parole managériale par la figure du CEO sur les réseaux sociaux. J'étais très frappé de voir que beaucoup de gens pensent que le CEO ne doit pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça et quelle est votre lecture ? C'est difficile de faire des généralités, dans le sens où il n'y a pas de recommandation en soi, où on peut dire à n'importe quel patron, allez sur les médias sociaux, s'il n'a rien à dire. C'est pas très intéressant. Donc, je pense qu'il y a une réticence culturelle et presque générationnelle qui est assez forte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grands patrons qui n'ont pas forcément intégré tous les usages et les codes actuels aujourd'hui en termes de communication et que c'est compliqué. C'est compliqué pour des gens qui travaillent énormément, qui ont des interlocuteurs de très haut niveau en général, de se mettre au web et d'intégrer un paramètre de conversation et de discussion beaucoup plus horizontal que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc moi, ça ne m'étonne pas beaucoup en fait, qu'il y ait une forte réticence. Et c'est vrai que même si les choses sont évoluées, on est sur des logiques dynamiques. On voit très bien que déjà la sphère corporate a mis du temps à intégrer les potentialités du web, on va dire du web social, pour parler de façon un peu générale et générique. Et la sphère financière dans la sphère corporate, c'est pas une réticence, c'est une peur bleue du web social qui se comprend. Pour des raisons très simples. C'est des processus de communication qui sont extrêmement régulés. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ça peut avoir des impacts majeurs. Et voilà, sur le web social, il y a une part d'inconnu. Il y a une variable d'inconnu qui est quand même assez forte. Donc tout ça n'est pas au final très, très surprenant et ça confirme plutôt, on va dire, la pratique opérationnelle que j'ai moi au quotidien avec pas mal de clients. Mais concrètement, pour ceux qui ont à la fois peur d'exposer leur président sur les réseaux sociaux et qui pensent qu'éventuellement les réseaux sociaux, c'est peut-être une perte de contrôle de sa communication, vous êtes là-dedans au quotidien. Pensez-vous que le réseau social, ce soit la perte de la communication ou au contraire une meilleure maîtrise de la communication? Voilà. Moi, je pense que quand on sait s'en servir, ça permet de maîtriser exactement ce qu'on fait. Beaucoup plus qu'en fait ce qu'on peut faire avec des intermédiaires, notamment dans les médias. C'est assez difficile à faire comprendre, mais c'est vrai qu'on a l'impression, lorsqu'on est par exemple sur Twitter, qu'une fois qu'on va diffuser une information, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, ce qui va se passer, et on retient souvent des erreurs en fait. On retient souvent des misunderstandings ou des erreurs de communication. Récemment, il y a par exemple le CFO de Twitter qui a fait un DM fail, ce qu'on appelle un DM fail, donc un message qui avait vocation à être privé,
Il s'est trompé, il l'a rendu public et du coup ça a été repliqué et ça concernait en fait la possibilité, des annonces d'achat et d'acquisition pour la mi-décembre. Donc évidemment, quand vous êtes CFO, ça fait désordre. Mais ça, ça montre bien qu'il faut faire très attention et que d'ailleurs beaucoup d'entreprises n'ont pas compris un certain nombre de règles de sécurité qu'il faut appliquer pour les gens qui managent ces canaux sociaux. Mais ça, c'est des exemples comme vous pouvez en avoir des dizaines d'erreurs de communication dans la presse spécialisée ou dans les médias de directeurs financiers ou de grands patrons qui se trompent. Et ça peut arriver. Mais si on met de côté ces exemples, clairement, moi je pense que c'est, comme c'est le cas en politique, comme c'est le cas dans le show business, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres secteurs, on maîtrise beaucoup plus les choses. On maîtrise à 100% son message. On maîtrise son timing. On maîtrise énormément de choses qu'on ne maîtrise pas lorsqu'on a affaire directement à la sphère médiatique. On maîtrise les formats. On peut maîtriser entièrement la prise de parole du CEO, que ce soit un format d'1 minute, de 5 minutes, si vous voulez faire une vidéo interview, vous pouvez maîtriser entièrement les choses. Et c'est vrai que ce levier-là, souvent, il est encore, malheureusement, je pense, mais c'est en train de changer, largement sous-estimé. Alors ça, c'est le point de vue extérieur du consultant. Et pour ceux qui sont à l'intérieur, AXA et BIC, vous vivez ça comme aujourd'hui un outil puissant pour vous et que vous maîtrisez, au contraire, une zone de flou et de perte de contrôle? Sophie, d'abord. Voilà, sans doute entre les deux. Parce que je suis d'accord sur l'aspect puissance en fait du média qui permet effectivement un contact direct et comme un fil d'information en fait. Je pense à Twitter en particulier. Là où je mets un tout petit bémol quand même, c'est qu'on maîtrise le flux sortant et on a du mal à maîtriser le flux entrant. Et le flux entrant, en fonction des tweets que vous recevez, notamment dans notre métier. Moi, je ne suis pas étonnée de la réponse des gens au quiz, parce que les gens qui ont répondu sont des gens qui sont des responsables d'informations réglementées. Donc, je ne suis pas étonnée que dans le cas d'une information réglementée, il y ait quand même une aversion au risque naturel aux médias. Donc après, apprivoiser le média, et là je suis tout à fait d'accord en termes de flux d'informations, ça peut être très puissant. Maintenant j'ai quand même des réticences après, ou en tout cas une aversion au risque du flux de réponses que vous devez faire, puisque finalement vous vous obligez aussi, par exemple sur un fil Twitter, en fonction de la réponse ou du tweet qu'on vous envoie, vous êtes obligé de répondre. Oui, ça dépend. On estime qu'en moyenne, un tweet a une durée de vie de moins d'1 heure. Oui, alors voilà. Ça, c'est compliqué à faire expliquer. Je suis tout à fait d'accord. C'est un des éléments qui, effectivement, la rapidité à laquelle les choses passent. Mais je ne suis pas sûre que les entreprises sont encore prêtes, en tout cas au niveau des relations avec les investisseurs, à appréhender ce genre de... Alors, justement, je voudrais faire réagir Emmanuel, parce qu'il y a un mot qui m'a frappé dans la réponse de Sophie, c'est flux sortant maîtrisé très bien, flux entrant moyen, comme si en fait l'entreprise aujourd'hui était mal à l'aise avec l'idée d'une communication façon web 2.0 dans lequel il y a du dialogue permanent et qu'on est très à l'aise avec le modèle ancien qui est unidirectionnel. Comment on le gère ça chez AXA? Je pense que, pour être clair, sur la partie Comfy, moi je suis très content que le patron n'ait pas envie d'aller sur Twitter, parce que il serait capable de dire des choses horribles et ce serait énormément de boulot pour nous. Et je ne parle même pas de la partie règlement, je ne parle même pas de la partie information réglementée, mais c'est effectivement, il y a quelques erreurs dont on parle beaucoup, il faut faire attention des erreurs, mais le truc, c'est que voilà, pour envoyer un communiqué de presse, il y a tout un process, des juristes qui relisent, etc. Le patron, quand il est un peu motivé, il sort son téléphone, il peut tweeter. On est vraiment un clic de la grosse connerie, donc je crois qu'il faut quand même faire... Non, mais pour être clair, il faut faire attention. Et le truc de Twitter, du CFO de Twitter, j'imagine mon CFO annoncer une acquisition la semaine prochaine sur Twitter, on serait assez ennuyé, donc... Voilà, et je pense que c'est sain, il y a des sujets sur lesquels il faut faire attention aux risques, et je pense que ce sont des bonnes pratiques. Après, s'ils ont très envie de le faire, on voit ce que fait Stéphane Richard et la façon dont il le fait. Il est patron d'une des plus grosses boîtes, française, une des plus grosses boîtes d'Europe. Il le fait, c'est intéressant à voir comment il évolue, même ses premiers pas sur Twitter. Je pense que c'est des expériences qui sont super intéressantes
à suivre. La façon dans un autre style dont Xavier Niel envoie tous les 6 mois un tweet pour foutre le bazar dans son secteur, c'est aussi très intéressant et de voir le pouvoir que ça donne à un patron. Mais on parle plus de communication que de communication financière. Et effectivement, pour la partie communication, aujourd'hui, pour nous, faire sans Twitter, parce que je pense que quand on parle réseaux sociaux, en plus, il y a les autres, mais dans ce type d'interaction-là, immédiat, on est vraiment sur Twitter. C'est pas envisageable. Et effectivement, je ne parle pas juste d'avoir un fil Twitter corporate qui envoie le lien du communiqué de presse, être dans cette conversation-là. Mais comme tu disais, la vraie différence, et je pense que d'un point de vue communication, ça a maintenant été bien intégré, mais c'est aussi plus facile pour nous, ça demande un lâcher prise. On ne va pas répondre à tous les gens qui trouvent vraiment qu'on est les derniers des nuls. Parce que c'est un truc sans fin. Donc, et ça, je crois qu'il y a aussi une maturité qui s'est faite dans les organisations pour apprendre à gérer ces moments-là et accepter qu'on dise aussi du mal de nous et que c'est la vie. Et je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand ça a commencé, on était dès qu'il y avait un truc méchant dit sur AXA, sur Twitter, il y avait toutes les bonnes âmes à l'intérieur de la boîte, toutes les agences qui appelaient le patron en disant oui, il faut que tu t'inquiètes de ta e-réputation de ton entreprise, je suis là pour t'aider et te conseiller. Voilà, je pense que maintenant tout le monde a appris, tout le monde est beaucoup plus détendu. Et voilà. Et finalement, ce lâcher-prise, c'est aussi l'air du temps, mais c'est vrai que sans doute la communication financière restera pendant longtemps un espace un peu différent, un peu à part, parce que hyper réglementé, hyper casse-gueule, et où je pense que c'est pas le bon endroit pour faire des expériences. J'ai juste ajouté quelque chose sur l'aspect effectivement apprentissage en fait des entreprises et du top management et les gens qui arrivent à dédramatiser un petit peu. Je pense qu'il faut faire une différence entre le top management qui arrive à dédramatiser et les impacts que peuvent avoir certaines formes de communication type Twitter ou page Facebook sur l'ensemble des salariés qui n'ont pas eux une information ou une connaissance ou qui n'ont pas eu l'apprentissage en fait de cette dédramatisation dont vous parlez, qui est effectivement on arrive à prendre un peu de recul. Je ne suis pas sûre que dans une entreprise, tous les salariés aient la possibilité de prendre du recul. Or, ils sont en fonction du média et du média social qui va être utilisé, ils peuvent être directement informés ou impactés. Et là, il y a aussi un problème de maturité, de niveau de maturité dans une entreprise et notamment dans les entreprises internationales également. Alors, Philippe, là, on était juste parti sur la com interne, mais je voudrais revenir quand même à la com externe en tant qu'utilisateur ou consommateur final de cette information, notamment telle que relayée sur les médias sociaux. Quelle lecture vous faites de ce qu'on vient d'entendre ? Je pense qu'il faut, encore une fois, il faut adapter la communication à l'outil et inversement. Par exemple, au niveau politique, en ce moment, c'est plutôt Facebook qui est à la mode. Je pense que moi, sur la communication entrante, sortante aussi, je trouvais que c'était intéressant ce que vous avez dit. En fait, le problème n'est pas le temps de savoir si on doit communiquer sur Twitter. De toute façon, ça s'impose en quelque sorte. Le gros risque n'est pas tant le mauvais tweet du CEO. Ça arrive évidemment, mais il y en a eu plein, y compris ceux qui ont envoyé leurs photos en caleçon et qui étaient des ministres, qui ne le sont plus. Je pense que le gros risque, il est plutôt à l'inverse, sur le bad buzz, quoi. Là, j'ai des exemples qui sont assez dangereux. Et donc, la question est plutôt comment on réagit aussi à ça. Justement, Philippe, vous, en tant qu'investisseur SCRI ou ISR, vous ne jugez pas sur la crise, vous jugez uniquement sur l'après-crise. Je trouve cette approche intéressante, sur la gestion de crise plutôt que sur la nature de la crise. Sur les controverses, finalement, nous, au-delà des données dont je parlais tout à l'heure, de notre analyse ESG sur les données, l'ISR est en train de se diriger de plus en plus vers l'analyse des controverses. Des controverses, il y en a partout, dans toutes les sociétés en ont, diverses et variées. Petites. Non, oui, absolument. Je suis d'accord. Pour parler des mines antipersonnelles. Oh, mais c'est vieux, c'est ça. vieux. C'est vieux, ça mais bon, plus. quand même, Twitter n'existait pas. Twitter n'existait pas à cette époque-là. Je ne sais pas ce que ça aurait donné avec Twitter. Mais tout le monde a des controverses un petit peu dans tous les sens. Et donc, nous, c'est un peu de la même façon en tant qu'investisseur, et investisseur, donc dit responsable, prenant en compte tous ces critères-là. Si on réagit en se disant une société a une controverse, on sort, par exemple.
on serait dans une situation catastrophique. C'est exactement comme réagir violemment à un mauvais message sur Twitter. Donc là aussi, il faut, j'aime bien le terme de lâcher prise, prendre du recul, accepter la controverse telle qu'elle arrive, et ensuite regarder comment l'entreprise va gérer sa controverse. Et donc, est-ce qu'elle répond de façon pertinente et puis ensuite, évidemment, est-ce qu'elle met en place les outils permettant aux problèmes, s'il y en a, de ne pas se reproduire. Mais on est de plus en plus attentif à la façon dont les entreprises gèrent leurs controverses. Sur le fond, mais aussi sur la forme. Parce qu'on sait que la façon dont elles gèrent leurs controverses sur la forme va aussi avoir un impact sur leur relation avec les parties prenantes et sur la possibilité de multiplication de ces controverses-là dans le futur. Un exemple récent, relativement récent, c'est JP Morgan qui avait fait, qui est assez présent. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font parce que c'est plutôt assez mature. Et c'était l'année dernière, ils avaient lancé un Q&A. On pouvait interroger, je crois que c'était Jeremy Lee, je crois, le patron à l'époque, ou un des grands patrons, un des membres du board, sur des questions sur l'avenir, sur les investissements, enfin bon, un truc très ouvert, complètement ouvert. Et alors là, c'est parti en live complètement, où les gens posaient des questions en disant oui, quand est-ce que je vais pouvoir récupérer ma maison, enfin bon voilà. Donc des questions qui étaient en fait très vite sur des questions politiques et des questions sociétales liées à la crise des subprimes. Et ils ont finalement, alors ça a été repris dans tous les grands médias, ce qui est souvent encore pour les grandes entreprises, tant que ça reste un peu confiné à Twitter ou sur le web social, on n'est pas trop inquiet, mais dès que ça switch sur les médias, on va dire plus traditionnels, c'est là où il y a un seuil d'inquiétude plus important. Et donc le Wall Street Journal avait fait un article dessus, enfin bon, il y avait beaucoup de choses. Et ils ont pas mal réagi, ils ont stoppé, ils ont dit ok d'accord, on s'est trompé, c'était pas la bonne manière. Et ils ont réussi à éteindre, entre guillemets, la controverse assez rapidement. Et ça ne les empêche pas, malgré quand même cet épisode assez douloureux, de continuer à faire des choses vraiment intéressantes, où ils mêlent à la fois communication financière, ils mêlent beaucoup de choses sur la RSE. Ils font beaucoup de choses autour de la valorisation des villes un peu abandonnées aux États-Unis. Et ils font un truc que je trouve assez marrant. Ils parrainent, ils financent des boîtes qui apprennent à coder. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle Coding Academy aux États-Unis qui marche très très bien, qui apprend à tout le monde à coder pour pouvoir faire du web, faire du HTML. Et du coup, ils organisent ça et ils incitent leurs salariés à donner 1 heure pour soit apprendre à coder soi-même, soit pour donner des cours à des enfants pour coder. Et ils font ça dans tous les États-Unis. Ça s'appelle One Code Hour et c'est vraiment très bien. Voilà, et donc on voit qu'ils n'ont pas stoppé leurs efforts et qu'ils continuent à avoir une communication un peu intégrée et très sociale. On revient au contenu, parce qu'il y a aussi un point aussi, c'est que faut quand même pas, à force de parler des médias sociaux, des Twitter, des Facebook, etc., il faut aussi de temps en temps revenir, en fait, qu'est-ce qui est finalement, c'est le contenu, c'est ce qu'on va tweeter ou ce qu'on va mettre sur Facebook ou ce qu'on va communiquer, qui doit compter plus que la manière et le média. Et effectivement, pourquoi c'est un succès ? Parce que c'est le contenu qui fait le succès, c'est l'information qui fait le succès. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a quand même quelque part, on finit tous par se demander qu'est-ce qu'on tweet ou qu'est-ce qu'on va communiquer. Et c'est pour une entreprise, je crois que c'est plus important encore le contenu que entre guillemets, le contenant. Alors justement, je trouve que le sujet du contenu, Emmanuel, est un beau sujet parce que parfois il y a des interférences entre des types de services sur la manière de relayer ce contenu. Le juridique ou le financier ne va pas avoir la même lecture que la com sur la manière de relayer un certain contenu. Par exemple, un communiqué financier, vous me racontiez cette anecdote pour dire qu'on va refinancer une obligation d'1 milliard. C'est perçu par d'autres publics comme on s'endette et au secours, alors que voilà, d'une lecture financière et juridique, on sait que c'est juste un rollover de la dette. Alors comment vous gérez et est-ce que vous avez l'impression que parfois vous n'êtes pas totalement maître de la manière dont certains contenus sont véhiculés à l'extérieur ? Alors ça, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est jamais complètement maître de la manière dont les contenus circulent à l'extérieur, malheureusement. Mais oui, enfin, on a 17 milliards de dettes sur les marchés, donc un refinancement d'1 milliard. Quand l'époque où j'étais coté comme FI, enfin,
Ça n'avait vraiment le truc qui n'a aucun intérêt. Voilà, c'est du business as usual. Et tout d'un coup, je passe côté com et je découvre des collaborateurs angoissés, des journalistes qui posent des questions, des mecs, mon Dieu, alors qu'est-ce qu'on va faire? On s'endette 1 milliard, mon Dieu, on est en faillite. Ça, c'est première possibilité. Ou alors, mon Dieu, on s'endette 1 milliard, on va racheter quelque chose. Ça va. Enfin, et que le besoin d'explication, et je le dis vraiment, que je n'avais pas senti suffisamment à l'époque communication financière sur ce genre d'éléments-là. Ou alors, voilà, on dit évidemment l'entreprise travaille pour ses parties prenantes, mais voilà, j'ai moi-même commis quelques communiqués de presse où on se félicitait dans la citation du patron en première page, on a monté les prix, formidable, grande nouvelle, qui d'un point de vue investisseur pouvait être intéressante dans la capacité à monter les prix justement, qui est un élément favorable. D'un point de vue client, c'est pas le meilleur argument. Et il y a des façons, de le présenter. Mais c'est vrai que je pense effectivement, BIC, l'avantage, c'est que les deux hémisphères se rejoignent bien chez vous, chez nous. C'était pas toujours le cas. Effectivement, on a passé beaucoup de temps entre les équipes com, notamment les équipes presse et les équipes communication financière, à travailler ensemble pour qu'au moins, soit on se quitte sur un désaccord, soit au moins on voit les points qui peuvent être compliqués, on essaye de trouver des solutions. Si je peux donner un conseil pour les patrons de Comfy qui sont ici, c'est si vous faites des séminaires d'équipe, pensez à inviter l'équipe presse. Ça crée du lien, c'est important et ça permet de mieux travailler ensemble après parce qu'il y en a énormément besoin et ça permet d'éviter un certain nombre de ces incompréhensions ou de ces moments où les messages, sans qu'on s'en rende compte, peuvent être compliqués pour certaines parties prenantes. On a balayé des sujets qui sont divers et variés. C'est peut-être un bon moment aussi pour faire participer la salle. Si vous voulez réagir ou poser des questions, j'ai d'autres questions, mais c'est peut-être aussi bien que ce soit les vôtres. Si quelqu'un veut lever la main et adresser. Personne? Sinon, il a 18 feuilles de papier. Ah ouais, moi je peux continuer toute la soirée. Oui, allez-y. Ma question est simple, on en parle beaucoup. En tant qu'investisseur, non. Je pense pas. Enfin, franchement, je pense que mes gérants ne regardent pas Twitter. Moi, je suis un tweet addict, donc je regarde, mais je m'en sers. Mais je peux pas dire qu'on s'en sert en tant qu'investisseur. J'aurais franchement du mal à dire qu'aujourd'hui, c'est un élément fondamental au niveau de l'investissement. Après, c'est un élément de fabrication de buzz. Après, une fois que le buzz est fabriqué, c'est de l'information qui arrive par ailleurs. Enfin, vous l'avez dit, qui peut être reprise par la presse ou qui va se retrouver sur, j'en sais rien, moi, sur un fil Bloomberg ou je sais pas où. Mais c'est pas l'outil Twitter en tant que tel qui est utilisé aujourd'hui. Justement, est-ce que l'outil n'est pas en train d'évoluer avec les stock tweets? Parce que justement, vous parlez de buzz. Ouais. Il me semble que les investisseurs ne recherchent pas de buzz, ils recherchent des angles, ils recherchent des idées d'investissement, mais pas un buzz. Non, mais là, mais là, oui, ça certainement, mais encore bien plus chez nous. Enfin, nous, on essaie de faire de la gestion à long terme. Donc, si on pouvait débrancher les gérants du bruit, ça ne serait pas forcément plus mal, oui. Non, mais là, on parle un peu de l'écu, mais c'est vrai que sur Twitter, il y en a beaucoup. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est pour ça qu'il faut parler du web social de façon un peu plus globale. Vous avez, il y a des classements qui sortent régulièrement. Vous avez une vingtaine ou une trentaine de traders, par exemple, qui s'expriment très régulièrement sur les marchés. Alors évidemment, c'est plus des gens des anglo-saxons, ce sont plus des Américains qui parlent des entreprises américaines et qui sont peut-être moins Europe-centriques, évidemment, par définition moins France-centriques. Mais il y a une vraie sphère financière. Il se passe des tas de choses. Il y a un truc qui s'appelle le stock tweet, que vous devez tous connaître, qui est un avatar de Twitter et qui permet de suivre pas mal de choses. Évidemment, dans l'ensemble des faisceaux d'informations auxquels vous avez accès, c'est pas majeur. Personne ne peut prétendre ça aujourd'hui. Mais ça commence à devenir extrêmement important et il y a quand même beaucoup de brokers, beaucoup d'analystes, il y a beaucoup de journalistes maintenant qui en font une source d'information. Donc à partir du moment où ce sont des gens qui sont... Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la redresser, ça ne veut pas dire que ça doit être une source d'information unique et qu'il faut tout prendre comptant. Mais ça fait partie des sources d'information, à mon avis, majeures. En tant qu'entreprise, même si on ne les utilise pas, il faut de toute façon les monitorer. Parce que c'est une source d'information. C'est compliqué. Non, mais moi j'ai vu...
tant que média dans la communication? Moi, j'ai un ou deux exemples. Alors, on travaille par exemple pour le groupe Air Liquide. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Air Liquide dans la salle. Non. On travaille pour eux depuis longtemps. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours d'ingénieurs. Ça rigole pas trop. Hein, c'est quand même assez cadré. Et du côté communication financière, on a un process qui est hyper clair. C'est que tous les messages sont préécrits, tous les tweets sont pré-rédigés. Tout est timé à la seconde près, je rigole pas, hein, c'est vraiment à la seconde près le jour des annonces de résultats par exemple. Et ça nous est arrivé à deux, trois reprises qu'il y ait des informations fausses qui partent. Des journalistes Reuters un peu distraits, qui relaient des mauvais chiffres, qui se trompent simplement, pas par... Et du coup là, le fait d'être présent, avec déjà voilà, le contenu complètement pré-mâché et pré-digéré et publié, mais le fait d'être présent, ça permet d'être ultra réactif et de rétablir un certain nombre de faits très vite. Alors heureusement, ça ne se produit pas à chaque fois, mais rien que ça, déjà, ça permet quand même d'avoir un minimum de réactivité qui est aujourd'hui indispensable. Oui, je trouve ça assez amusant finalement comme débat, parce que Twitter, c'est le symbolique de l'accélération des choses, tout va très très vite, etc. Et donc là, on est en train de parler de la communication financière et des marchés qui ont d'une certaine façon un peu peur de l'accélération des choses sur Twitter. Or, en fait, le marché et la communication financière, c'est l'archétype, à mon sens, précisément, de la focalisation sur le court terme. Enfin, je veux dire, donc, je crois qu'il faudrait aussi rembobiner un petit peu en quelque sorte et se poser la question. Finalement, si on ne voulait pas, ce qui peut faire accélérer les choses et aboutir un peu à des réactions typiquement de buzz, etc. C'est pas l'outil Twitter en tant que tel. Je pense qu'il faudrait se reposer la question aussi de la communication financière en elle-même. Est-ce que communiquer en permanence du trimestriel et des news financières en permanence, est-ce que c'est pas ça la problématique avant même l'outil Twitter? Et de la même façon, sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la communication d'un côté du chef d'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires et vis-à-vis de ses salariés, qui ne doit pas dire la même chose à ses actionnaires, à ses salariés ou à ses clients, bah oui, on est au cœur du sujet, évidemment. C'est bien ça le problème. La question est bien de savoir quel est le rôle du chef d'entreprise, à quoi il sert et à qui il parle. Si évidemment il a choisi de parler qu'à ses actionnaires, à un moment donné, il va avoir un problème de communication vis-à-vis de ses clients et de ses salariés. Si effectivement il se considère comme étant le chef d'entreprise qui doit développer son entreprise pour le compte de l'ensemble des parties prenantes, à ce moment-là, sa communication en elle-même va s'adapter à ça et il n'aura plus probablement ces problèmes de grand écart entre ces différents types de communication, entre le financier et la com généraliste. Philippe, est-ce que vous allez aussi loin que d'être contre les résultats trimestriels? Vous pensez que tout le monde ici doit arrêter de communiquer trimestriellement? Oui, enfin moi, oui, personnellement, oui. Je veux dire, mais je suis, enfin, mais moi, enfin, ce que j'en pense, on s'en fout un peu. Mais mais par contre, enfin, je veux dire, c'est ce qui est écrit dans le rapport Kay qui a été publié au Royaume-Uni, qui a été le rapport sur le fonctionnement des marchés d'actions. Il le dit de façon extrêmement claire. Les marchés d'actions aujourd'hui ne fonctionnent pas aussi efficacement qu'ils devraient fonctionner, en grande partie par cette focalisation sur le court terme et en grande partie à cause de ces résultats trimestriels, bien sûr. Oui, parce que sur le fond, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je crois, j'ai la faiblesse de penser que les grands dirigeants ne sont pas obsédés par le cours de bourse et ne gèrent pas la boîte uniquement pour ça. Maintenant, dans la façon dont la communication se prépare, là aussi, révélation, c'est pas toujours le patron qui écrit les communiqués de presse. Parfois, des gens de la comfi ou de la com s'en occupent pour eux. Et c'est là où c'est important d'avoir justement, parce que nos organisations en silo où on est segmenté on regarde une seule audience et on n'a pas forcément cette transversalité qu'a le patron. On va avoir un biais pro-employé, pro-client côté com, un biais pro-actionnaire côté comfi, pas partout. Mais ça peut arriver et c'est vrai que c'est important parce que la réalité c'est qu'il y a une façon de présenter, parce que pour moi c'est pas avoir plusieurs discours différents, c'est avoir le même mais qui est compris par tout le monde. Surtout à l'heure effectivement du décloisonnement complet entre interne, externe, investisseurs, presse, réseaux sociaux, et donc il faut vraiment que c'est un même discours qui soit pour toutes les audiences. Mais il faut qu'on se parle toujours plus. Alors justement, j'aimerais rebondir là-dessus. S'il y a des questions par contre, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que je me trompe si je dis qu'une bonne communication
Alors, Sophie a l'avantage de représenter BIC, mais d'être au bord du cliff aussi. Donc, quelle est la doxa? Si vous avez une bonne communication financière, vous donnez une image correcte de la valorisation potentielle de votre entreprise. Donc, dire que ça a un impact sur le cours de bourse, c'est pas totalement faux. Si c'est bien fait, votre cours de bourse doit être correctement valorisé. Après, si vous dites en termes d'influence, je ne suis pas sûre, mais avoir une bonne communication. L'objectif de toute bonne communication financière, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit valorisée correctement, à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire le correctement, il est bien dans de juste équilibre entre la hausse et la baisse. Si vous communiquez, si vous avez une bonne communication financière, vous communiquez correctement, normalement, ça devrait se refléter dans votre cours de bourse et dans votre valorisation qui doit être correcte. Encore une fois, ni tirer à la baisse, ni tirer à la hausse. Et ça, vous le voyez, par exemple, dans le suivi de vos communiqués de presse, vous avez des données historiques qui montrent qu'à des moments de l'histoire boursière de votre entreprise, quand il y a eu des communiqués qui sont sortis, il y a eu un effet sur le cours de bourse. Je pose la question parce que les investisseurs, des fois, eux, ont des critères qui sont les leurs pour vendre, sortir, acheter. Il y a le marché global qui a son impact sur le cours. C'est un peu dans cet environnement qu'on navigue. Si vous avez à un moment donné mal communiqué, notamment par exemple vos perspectives de résultats, qu'elles soient à court terme ou à long terme, et que ça a un impact sur le cours de bourse, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez communiqué correctement. Moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, quand il y a un impact sur le cours de bourse, sur une publication de résultats trimestriels par exemple, on peut se poser la question, est-ce que le message est bien passé? Donc là, on peut se dire, effectivement, si j'avais mieux communiqué, peut-être qu'il n'y aurait pas eu un impact aussi fort sur le cours de bourse. Moi, j'avais un client qui disait bonne communication, ça sert à rien quand ça va bien, mais ça se voit. En fait, la mauvaise communication se voit quand ça va mal et quand on a des problèmes. Donc, en général, c'est quand même toujours quand on est en période de crise qu'on voit que la bonne communication sert à quelque chose. Il y avait un pardon, alors je ne vais pas dire qui c'était parce qu'il a demandé que ce soit off, un grand dirigeant français qui n'est pas le mien, que j'écoutais la semaine dernière et qui disait une bonne communication sur un événement de merde, ça reste un événement de merde. Et il le disait comme ça. Et je pense que c'est vrai, c'est vrai aussi, mais autant je crois que dans l'image de l'entreprise vis-à-vis de on peut faire beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus de liberté sur la partie communication, on peut vraiment construire une image. Sur la partie communication financière, enfin c'est la théorie. Après, si les informations sont données de façon claire, à temps, etc., les marchés ont tout ce qu'il faut pour évaluer et valoriser justement. Donc moi, l'expérience de ce qu'on voit, c'est surtout en creux, c'est surtout quand elle est mauvaise qu'on la remarque négativement, la communication financière, qu'elle peut avoir un impact négatif. Sinon, une bonne communication financière, c'est ce qui permet d'avoir un fonctionnement normal du marché. Votre question a demandé s'il y avait un historique. Donc, je vous invite à regarder une étude de l'INSEAD qui a été sur le sujet de l'impact des communiqués de presse de résultats sur le cours de bourse. Et en fait, la déterminante, c'est les changements par rapport à un benchmark relatif. Si vous êtes toujours très optimiste et que vous communiquez toujours à 8 sur 10 en termes d'optimisme, le jour où vous communiquez 9 sur 10, le cours, il ne monte même pas. Le jour où vous communiquez 7 sur 10 en valeur absolue, vous décrochez. Mais inversement, vous communiquez toujours à 4 sur 10, le jour où vous passez à 5 sur 10, tout d'un coup, le cours explose. Et si vous passez de 4 à 3 sur 10, le cours ne décroche pas. Donc les marchés se fixent en fait en benchmark par rapport à une tonalité et ensuite réagissent autour de ça. Donc c'est là où la notion de bonne com ou mauvaise com est par rapport à un benchmark de long terme que vous instaurez face à vos investisseurs. Mais on reste sur effectivement ce qu'on disait, on reste là sur des mouvements de très court terme de déviation à la hausse ou à la baisse. Normalement, une fois que l'information est sur le marché, normalement ça se corrige. D'autres questions? Alors, oui, allez-y. Bonsoir. Je me posais la question, en fait, de savoir s'il y avait une spécificité française sur ces problématiques de décloisonnement
un drôle d'accent. Enfin, moi, de ce que je vois, alors maintenant, plus côté com, notamment les grandes entreprises américaines, je pense que on n'a pas à rougir. Je pense que ce sont des boîtes qui sont bourrées de contraintes, de réglementations à l'américaine, de trucs où on peut rien dire, beaucoup plus normés. Effectivement, je pense qu'on a une flexibilité, j'allais dire, pour le bien commun, qui fait que malgré nos accents français quand on parle anglais, on arrive, je trouve, à trouver des façons intelligentes de travailler, sans doute parce qu'on a un peu plus de liberté par rapport aux directions juridiques, par rapport à la réglementation. Mais c'est vraiment un sentiment personnel. Je trouve que parfois, j'ai l'impression que les silos sont beaucoup plus importants parfois ailleurs. En tout cas, il y en a autant. En tout cas, pour travailler avec beaucoup de boîtes américaines qui ont leur filiale en France ou avec lesquelles on a des fois affaire soit avec le HQ à Londres ou alors avec le headquarter américain, honnêtement, il y a des fois même beaucoup plus de contraintes. Moi, j'ai un souvenir terrible quand Publicis a monté le IG8. C'était il y a 3 ans maintenant. On a bossé avec Facebook. Donc, on n'était pas là où Facebook est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un acteur majeur, mais enfin, on était quand même déjà sur quelque chose de très structuré. Mais ça restait Facebook et dans l'imaginaire, la jeune start-up qui monte et qui est assez cool. Et en fait, on avait eu affaire à l'état-major de Zuckerberg. Enfin, c'était terrifiant. Vraiment terrifiant. Et il silotait tout. Il voulait tout lire, tout contrôler. Le moindre message, le moindre contact. On n'a jamais eu accès à Zuckerberg. Il avait un aéropage de conseillers autour de lui. C'était bien pire qu'un patron du CAC. À l'époque, et c'était en 2010. Quoi. Oui, nous, en tant que relation investisseur, je crois qu'on se plaint de temps en temps de la mainmise du juridique sur nos communiqués. Je crois qu'on est très heureux par rapport à un IR américain ou américain. Hein. Je connais mal les autres pays, mais il y a un juridisme. Je ne sais pas dire s'il est excessif ou pas, j'ai pas à juger, mais en tout cas, dans les faits, c'est quand même plus. On a une liberté. Dans la relation avec les investisseurs, notamment dans les one-on-one, que je pense un IR américain aux États-Unis n'a pas. D'accord. Mais juste un point de vue d'anglo-saxon, puisque je suis le seul américain à cette table, je dirais, pour répondre à votre question, madame, qu'effectivement, les sociétés américaines sont beaucoup moins transparentes parce que la réglementation est beaucoup plus dure et donc on a la chance de pouvoir vraiment, en Europe, dire des choses aux investisseurs. Par contre, la manière dont c'est dit, là, il y a du retard. Les Américains sont beaucoup plus pros dans la maîtrise de comment ils s'expriment, etc. Ici, cette liberté, malheureusement, elle est souvent source d'imprécision et donc c'est peut-être parfois moins habilement fait. Je ne sais pas si c'est juste une question de langage, mais je pense qu'il n'y a pas que juste la maîtrise du langage. Je voudrais faire aussi un tour de table sur cet autre résultat du sondage qui est que est-ce qu'on va fusionner la direction de la communication financière des relations investisseurs avec des gens qui disent non à 70% et d'autres qui disent ben non, mais c'est déjà le cas chez nous à 14%. Comme s'il y avait une vision définitive que non, ça restera totalement cloisonné, et pourtant c'est la réalité de certains, on le voit chez BIC, etc. Et il y a d'autres entreprises où on a l'impression justement cette fusion du reporting ou qui fait qu'il y a un seul responsable communication financière solutionne beaucoup de ce problème de cloisonnement, décloisonnement. Donc je ne sais pas qui voudrait réagir à ça. Peut-être Philippe, pour vous ce serait bien que en fait les entreprises aient harmonisé toute leur com sous une seule personne. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la partie com publicitaire, com interne, etc. Ce qui est sûr, c'est que on a, nous dans nos domaines, une problématique de déconnexion entre la com type développement durable et la com relation investisseur classique. C'est quoi les exemples, par exemple, de frustration que vous avez ? Je veux dire, c'est vrai que quand on parle, sur tout un tas de sujets, quand on parle à une direction de développement durable qui est typiquement, effectivement, dans une direction de la communication, et qu'on a le CFO à côté, toute la partie relations investisseurs,
qui est complètement déconnecté de ces sujets-là, on a un vrai problème d'interprétation de ces données. Donc là, on a bien deux types de communication. Alors là, en l'occurrence, c'est pas une déconnexion entre communication classique et communication investisseur. Ce sont deux types de communication investisseurs, mais où l'entreprise s'est dit, j'ai les investisseurs normaux d'un côté, puis j'ai les investisseurs un peu allumés de l'autre, là, les hippies. Donc eux, je vais leur faire une communication spécifique et je vais mettre en place une direction développement durable pour leur parler, parce qu'il faut leur parler un peu de façon spécifique. Donc ça, c'est un vrai problème. Sophie, vous faites partie des 14%. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux 71% de non? Moi, je crois que c'est pas un problème de structure. Je veux dire, c'est pas... De toute façon, j'espère que dans les faits, il y a déjà énormément de collaboration entre les différents services. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Est-ce que ça doit se traduire systématiquement, comme chez nous, par une structure unique, mais qui n'est pas unique, puisque le développement durable n'est pas dans la communication. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut être très pragmatique. De toute façon, c'est un mouvement naturel, on ne pourra pas y échapper, ne serait-ce que parce que le relation investisseur, il ne peut pas tout maîtriser, que de plus en plus la communication se fera autour des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, les actifs immatériels, la marque, les ressources humaines. L'IR ne peut pas tout maîtriser. Donc de toute façon, l'IR, à un moment donné, il y a un besoin de transversalité. Est-ce cette transversalité doit être structurée de manière organisationnelle? Nous, c'est le cas. On rappelait quand même qu'il y a un problème de taille aussi. Nous, on est une entreprise de taille moyenne. Est-ce que c'est envisageable dans une entreprise de très grande taille? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que la question se pose. Donc je pense qu'il faut beaucoup de pragmatisme. Et puis surtout, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'impulsion du top management. Je pense que si ça fonctionne, si on a une direction générale qui veut que ça fonctionne, la transversalité, ça fonctionnera. S'il y a une structure qui fait comme FI, comme corporate, mais qui n'a pas de volonté managériale, de transversalité ou de communication, je ne pense pas que ça fonctionnera beaucoup mieux. Côté prestataire, j'ai envie de faire réagir Dimitri à cette question parce que je suis toujours frappé de voir à quel point, si on laisse de côté des sujets qui sont certes séparés, tels que le développement durable et la communication financière, à la limite c'est piloté par des personnes différentes, mais autour d'un seul et même sujet, on peut avoir la communication financière où le communiqué de presse est rédigé par le département de relations de la communication et par contre tous les discours, le slideshow, etc. est piloté par une autre équipe et les deux ne se parlent pas. Je ne citerai pas de nom de société, mais c'est quelque chose que j'ai personnellement pu voir. Donc côté préparateur, etc. de messages, que voyez-vous comme évolution positive ou négative dans le décloisonnement? Déjà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut en tant que conseiller. Non, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, dans les grosses boîtes, et en l'occurrence, je trouve que AXA est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les logiques matricielles qui fonctionnent bien, les logiques de fonctionnement par projet, et que après, ça dépend vraiment de la culture de la boîte, quoi. Mais on peut arriver à faire travailler des gens de cultures très différentes s'il y a une impulsion managériale positive et si derrière il y a un objectif quand même assez concret pour tout le monde. Oui, c'est compliqué, évidemment. Je l'ai eu le cas, ou même en com de crise. Vous avez l'avocat qui refuse de parler au juriste de la boîte parce qu'il le méprise. Vous avez le DIRCOM qui a peur pour sa place et qui ne veut pas parler à l'avocat parce qu'ils ne s'entendent pas. Enfin, oui, évidemment, ces situations-là, on les a tout le temps et c'est la nature humaine, c'est les organisations humaines qui font ça. Et chacun défend son précaré, chacun défend son expertise. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en termes de communication, on est obligé d'avoir un alignement. Il y a une nécessité d'alignement. On ne peut plus fonctionner chacun dans sa maison, bien tranquille. Aujourd'hui, vous êtes rattrapé par le réel. Vous êtes rattrapé par vos publics qui vont pointer les contradictions d'une entreprise effectivement sur la sphère financière versus ce qu'elle peut dire vis-à-vis des clients, versus ce qu'elle veut dire par rapport à des investisseurs. Bref,
on est rattrapé par le réel et il y a ce besoin d'alignement. Et ça, c'est sûr que cet alignement-là, il est très douloureux. C'est très douloureux. Ça c'est vrai. Mais c'est comme ça et de toute façon, c'est une évolution où il n'y a pas de retour en arrière. Mais moi, donc chez nous, c'est séparé. Alors, il y a sans doute aussi l'impact de la grosse entreprise, on en parlait avant, et puis aussi l'impact des boîtes financières, c'est-à-dire que la communication financière est très financière, et donc c'est vraiment une matière qui est Stratégique. qui est stratégique, mais financière, hein, un peu. Et donc, c'est vrai que ça ne demande pas les mêmes expertises des équipes. Je pense qu'il y a un truc de manière extrêmement concrète, c'est que des gens qui ont le profil, alors vous, oui, mais il y a finalement assez peu de gens qui sont capables de piloter les deux et de mettre le même niveau d'attention pour les deux. Donc, je pense que c'est un vrai challenge pour la personne qui a les communications et communication financière. Déjà, chacun, c'est pas mal. Donc, ensemble, je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de gérer ça dans les entreprises. Donc, le fait que ce soit séparé me surprend pas. Et je trouve assez logique dans beaucoup de situations. Il faut voir ça cas par cas. Et ça n'est pas une excuse pour ne pas travailler ensemble. Je pense que le point que vous avez soulevé est super juste. Et je crois que c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup évolué. Effectivement, moi, Sylvain Vanston, mon hippie en chef qui parle aux gens comme vous, là, je ne l'ai pas reconnu. Il a une cravate, donc je ne l'ai pas reconnu. Parce que d'habitude, il s'est dit, je sors avec des gens de la Comfy, je m'habille. Mais d'habitude, il est en jogging ou chemise à fleurs. Mais il y avait un côté où l'ISR parle à l'ISR et puis la Comfy, là, les sérieux, les gros parlent au sell side classique et au buy side traditionnel. Je pense que là aussi, ça s'est fini. Enfin, les roadshows se font. Alors, même si les équipes sont séparées, il fait un effort, il met une cravate et les roadshows se font avec les spécialistes RSE, les spécialistes ISR et les équipes Comfy. Les équipes Comfy ont dans leurs objectifs de contribuer au développement du sujet. Là aussi, il ne faut pas être trop scotché sur des logiques organisationnelles et on a un vrai enjeu de collaboration. Mais effectivement, le challenge, c'est d'avoir des gens de chaque côté qui comprennent les enjeux et qui sont de chaque côté. Hein. Ça se joue de part et d'autre. Je le vois chez nous, mais je pense que c'est un domaine où la place a fait pas mal de progrès. Moi, j'ai juste une question. Quand vous employez le terme alignement du discours de façon à pouvoir satisfaire toutes les parties prenantes, le risque, c'est d'avoir quelque chose d'assez insipide puisqu'on arrive à du petit commun dénominateur. Et comment quand même conserver un discours convaincant auprès des parties prenantes sans tomber dans quelque chose de trop lénifiant pour justement s'adresser à tout le monde en même temps. Ça ne veut pas dire, non, justement, ça ne veut pas dire s'adresser à tout le monde en même temps, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de fonctionner sur presque parfois du micro-targeting. Savoir à qui vous allez parler de façon... Il faut faire de la dentelle. Et justement, l'enjeu consiste à ne surtout pas chercher à vouloir avoir ce plus petit dénominateur commun. Ça, c'est vraiment mais avec le risque de dire différentes choses à différents publics voilà, et donc d'être en contradiction. Exactement. C'est bien là où il y a des difficultés. Mais pour revenir sur un point, je pense qu'il y a aussi un énorme enjeu qui est lié à la culture, le manque de culture financière. Chez beaucoup c'est vrai, vous parlez des équipes RP par exemple, il y en a qui paniquent à chaque fois qu'on parle de BE, quoi. C'est quand même, il y a un manque de culture financière qui est criant, qui souvent fait que les gens de la communication financière prennent un peu de haut les gens des RP ou la communication, parce que pour eux c'est des généralistes et en fait la valeur elle est sur l'expertise. Alors justement, je voudrais faire témoigner Emmanuel là-dessus. Est-ce que tu as finalement, parce que tu as la maîtrise parfaite des sujets financiers, une aura qui te permet de piloter la fonction com différemment au sein de ta boîte et donc tu représentes cette génération crossover qui est à l'aise sur les deux enjeux? Génération crossover, si seulement maman était là. Oui, non, là aussi, je pense qu'on a évolué. Moi, il n'y a pas de secret. Moi, je suis passé du côté obscur de la force. Fin 2008, après AIG, après Lehman, effectivement, la boîte cherchait pour la partie presse quelqu'un qui comprenait ce qui se passait sur les marchés financiers pour être capable de l'expliquer aux journalistes. Et effectivement, ça m'a pas mal servi. Et un des sujets que j'ai eu, effectivement, c'est de dire de ne pas du tout prétendre d'être au niveau des gens de la communication financière, parce que pour être très honnête, et je le vois dans ma boîte, on perd le niveau. C'est comme toujours, si on pratique, moi j'ai pris un pas
de recul par rapport aux sujets communication financière et des sujets dont je crois que je les comprenais il y a 6 ou 7 ans. Objectivement, aujourd'hui, quand c'est trop technique, je décroche, et c'est la vie. En revanche, donc ça, il faut accepter ça. On est beaucoup moins spécialiste. En revanche, je pense que les attachés de presse, pour réussir, et même pour gérer leur crédibilité vis-à-vis de la Comfim, et même vis-à-vis des patrons, pour leur carrière, pour leur employabilité, je pense qu'ils ont tout intérêt à bosser avec la Comfim. Donc ça veut dire faire l'effort de comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent, ses soldes intermédiaires de gestion, tous ces éléments-là. Et encore une fois, je l'ai dit, mais ce n'était pas une boutade, cette habitude de travailler ensemble, quand on est des organisations séparées, voilà, je pense que ce n'était pas anodin d'envoyer l'équipe presse en séminaire avec l'équipe Comfy et de passer du temps ensemble, se comprendre, parce que je crois que ça permet à la Comfy de mieux comprendre les problématiques de la presse et à la presse de monter en puissance techniquement, qui me paraît indispensable, parce que les journalistes qu'on a en face de nous, les Bloomberg, les Échos, les FT, la colonne Lex, le Heard on the Street du Wall Street, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais et ils parlent énormément au buy side, au sell side. Donc de toute façon, si on veut être crédible, il faut maîtriser un peu ce qui se passe. Donc encore une fois, je pense que c'est moins un sujet d'organisation que de collaboration. Si je peux permettre, l'inverse est vrai aussi. C'est aussi important pour un IR de pouvoir parler des produits, de pouvoir parler de ce genre de choses. Il faut pas, enfin, la culture en fait du produit, la culture du marketing pour un IR. Et quid de la culture purement com, c'est-à-dire storytelling simplement, sans aller jusque dans le produit qui est très opérationnel. Ça, je pense c'est assez bad. Enfin, je pense que les IR, du storytelling, ils savent faire, même s'ils soient financiers ou pas. Sinon, un bon IR, il doit faire du storytelling un petit peu. Mais il faut qu'ils connaissent aussi les produits, encore une fois, et les différents éléments, et pas que la finance. C'est l'inverse. La réciproque est vraie. Philippe, Emmanuel, Sophie, Dimitri, merci à tous les quatre. Et on va passer à la remise des prix. Merci.